Bonjour. Alors, pour terminer la section sur la dynamique de rotation, on va faire un problème sur la dynamique du roulement. On va vraiment étudier un roulement. On a un anneau cylindrique mince de masse M et de rayon R qui descend un plan incliné en roulant. À partir de quel angle critique θ l'anneau se met-il à glisser en roulant? Ok, alors on va faire un petit dessin. Donc on a un plan incliné ici comme ceci. Ok. Incliné d'un angle θ. Comme ceci. Et là, notre anneau est à quelque part sur le plan incliné. Ça n'a pas l'importance où est-ce qu'il est. Euh, L'idée ici, c'est pas de dire combien de temps ça prend pour qu'il descende jusqu'en bas. Ça, on a déjà parlé de ça. Là, c'est... euh, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'anneau, présentement, il roule sans glisser. Il ne dérape pas, il ne glisse pas sur la surface. Si on augmente énormément l'inclinaison, imaginez que l'inclinaison était comme ceci. Donc, il serait comme ceci. Je pense que vous pourriez... peut-être on aura la chance de l'expérimenter en classe, là, mais si on a un angle d'inclinaison extrêmement élevé, le, l'anneau va pas juste rouler, il va beaucoup glisser aussi. C'est assez évident quand on l'expérimente, là. L'anneau va vraiment glisser. Fait qu'il va avoir, oui, un certain mouvement de rotation, mais il va surtout avoir un très grand glissement. Et le phénomène va être d'autant plus prononcé plus l'angle du plan incliné est élevé. Donc si l'angle est encore plus élevé, là, mettons comme ceci, là, ben là ça va pratiquement juste glisser. L'anneau est pratiquement rendu en chute libre, puis là il va pratiquement juste glisser sur le plan incliné. À l'inverse, si on a un plan incliné qui est extrêmement peu incliné, ben là l'anneau va seulement rouler, il va aucunement glisser. Ok? Donc la question c'est à quel angle θ est-ce que l'anneau se met à glisser en roulant? C'est quel angle critique? C'est quoi l'angle minimum qu'il faut avoir ici pour que l'anneau se mette à glisser? Comme ici. Ici, c'est clair que ça glisse. Ici, ça glisse encore plus. Ici, là, c'est l'angle critique pour que ça commence à glisser. Ok. Alors, on va commencer. On va se faire... je vais juste nettoyer un peu ceci. On va se faire un plan, un système d'axes. On va se faire un... Dans le fond, ici, je vais mettre le sens de rotation. Donc ici, l'anneau, c'est clair évidemment, il va rouler dans ce sens-là. Euh, donc, dans le sens horaire. Donc, je vais définir le sens horaire comme étant positif pour la rotation. De cette façon-là, je vais avoir une accélération angulaire positive qui va donc être de même sens que mon accélération linéaire positive. Donc, parce qu'évidemment, l'accélération linéaire va être vers le bas. Donc, ce faisant, elle va être positive parce qu'elle est dans le même sens que l'axe des x. Donc, mon accélération va être positive. Mon accélération linéaire va être angulaire va être positive aussi grâce à ça. Donc, j'aurai pas de problème d'accélération angulaire et linéaire qui sont de signes opposés quand je vais invoquer mon équation A est égal à alpha R. Il faut toujours avoir ça en tête. Pour que l'équation tienne, il faut que la alpha et le A soient de même signe. Donc, plus simple, c'est de s'arranger pour que les deux soient positifs. Euh, Maintenant, on va tracer les forces qui s'exercent sur l'anneau. Euh, donc ici, on a le centre de masse de l'anneau. La gravité va donc s'exercer à partir du centre de masse ici, mg.
Ensuite de ça, on a une normale qui va s'exercer ici vis-à-vis le point de contact de l'anneau avec le plan incliné vers le haut. Ces deux forces-là, je vais vous faire remarquer qu'ils ne vont pas contribuer à la rotation de l'anneau. Le poids va contribuer à la translation vers le bas, mais il ne va pas contribuer ni l'un ni l'autre, ni la normale, ni le poids ne va contribuer à la rotation. Puisque les deux forces agissent vis-à-vis leur ligne d'action et sont toutes les deux vis-à-vis le centre de l'anneau, donc son centre de rotation. Donc, ils n'exercent aucun moment de force parce qu'ils ont un bras de levier nul. Autant la normale que le poids ont une ligne de force qui passe par le centre de rotation. Donc, ils n'ont aucun bras de levier, donc ils n'exercent aucune rotation. Donc, ils n'exercent aucun moment de force par rapport au centre de l'anneau. Et il y a une dernière force qui agit sur l'anneau et est importante, c'est le frottement. Alors, le frottement statique. Alors, là, ici, le frottement statique, il est dans quel sens? Il faut se poser la question, est-ce qu'il est vers l'arrière ou est-ce qu'il est vers l'avant? Alors, ici, il faut réaliser une chose, c'est que l'anneau, il roule comme ceci. Donc, si vous voulez faire tourner l'anneau dans ce sens-là, en exerçant une force ici, en bas de l'anneau, vers où vous devez tirer. Est-ce que vous devez tirer par là ou vous devez tirer par là pour faire tourner l'anneau dans ce sens-là? Alors évidemment, il faut tirer par là vers l'arrière. Donc ici, j'ai mon frottement. C'est un frottement statique, puisqu'il n'y a pas de glissement. En fait, on est sur le point de commencer à glisser. On est à la limite, mais on ne glisse pas. C'est comme, en fait, conceptuellement, θ, c'est le dernier angle. On pourrait appeler ça le dernier angle, ou le dernier ou le plus grand angle, peut-être ce serait plus précis. C'est le plus grand angle où il n'y a pas de glissement. Donc conceptuellement, on considère que dans la situation présente, il n'y a pas de glissement. Mais on est au cas critique. On est à la situation où l'angle est le plus élevé possible sans qu'il y ait de glissement. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le frottement statique, on est à son maximum. Donc on est en train d'exploiter le frottement statique au maximum parce qu'on est sur le point de glisser. Donc on va pouvoir utiliser notre fameuse équation Fs égale Fs max. Parce qu'on utilise le frottement statique au maximum parce qu'on est sur le point de glisser. Donc, on va pouvoir dire que le frottement statique égale mu Sn. On a le droit de le dire parce qu'on est au frottement statique maximum, on est sur le point de glisser. Si on augmente autrement dit, si on augmente l'angle d'un poil, ça va glisser un petit peu. Mais dans la situation présente, conceptuellement, ça roule sans glisser. On est à la situation limite. Alors c'est tout, c'est les forces qui s'exercent sur ma roue. Ici, c'est l'accélération angulaire alpha que j'ai représentée par la flèche. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va appliquer les lois de Newton. Donc, c'est un problème de dynamique. On va commencer avec les lois de Newton en translation. Donc, somme des forces en X. Qu'est-ce qu'on a en X? On a la composante en X du poids ici. Ça, c'est mgx. Donc là, je le fais pas. Vous pouvez faire un DCL si vous voulez pour décomposer le poids, mais on l'a fait déjà plusieurs fois, ce genre de choses-là. Fait que je vais donner tout de suite là, ce que ça va donner. Donc mg sin θ. Et en x, on a aussi le frottement statique qui est vers l'arrière, moins Fs, est égal à la masse de l'anneau fois l'accélération linéaire de l'anneau. En fait, pour être précis, c'est l'accélération du centre de masse de l'anneau.
si on fait la somme des forces en Y, on a en Y, qu'est-ce qu'on a? On a la normale qui est vers le haut. On a la composante du poids vers le bas, mg cos θ. Et il n'y a pas d'accélération en Y. Voilà. Ça, c'est pour la translation. Maintenant, pour la rotation. Somme des taux. Alors, ici, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a juste un moment de force. C'est le moment de force. En fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la normale et le poids n'exercent aucun moment de force. Parce que les deux ont une ligne d'action qui passe par le centre de masse. Donc, ils n'exercent aucune rotation par rapport au centre de l'anneau. Et justement, la rotation de l'anneau se fait par rapport à son centre. Donc, eux autres exercent aucune rotation de l'anneau. La seule force qui exerce une rotation de l'anneau, finalement, c'est le frottement. Le frottement, lui, en tirant par là, ça va générer une rotation dans ce sens-là. C'est ça qui va faire rouler l'anneau. La seule chose qui fait en sorte que l'anneau roule, c'est le frottement. Autrement dit, imaginez à la place, imaginez que la surface du plan incliné serait une patinoire parfaite, une glace extrêmement glissante. Est-ce que ça roulerait? Non, ça roulerait pas. Ça roulerait pas parce que ça glisse. Donc, autrement dit, s'il n'y avait aucun frottement statique, ça ne roulerait pas. Ça ne ferait que glisser. Ça ne ferait que glisser. Donc, ça serait uniquement un mouvement de translation. Il n'y aurait aucun mouvement de rotation. Mais ici, il y a un frottement parce que ça roule. Donc, et c'est le frottement statique qui permet le roulement. Donc, la seule force qui va exercer un moment de force, c'est le frottement statique. Alors, le frottement statique, son moment de force, ça va être le rayon. Ben, ici, le bras de levier, c'est directement le rayon de l'anneau, fois la force, qui est justement le frottement statique. Donc, dans le fond, j'ai utilisé toujours la même équation. R perpendiculaire fois la force. Fait qu'ici, le bras de levier, c'est le rayon de l'anneau directement. Et ici, la force, c'est le frottement statique. Plus ou moins. Alors là, ici, le signe qui convient. Alors là, le frottement fait tourner l'anneau dans ce sens-là. Dans le sens horaire. Puis c'est le sens que j'ai défini comme étant positif. Donc, c'est plus. Et la somme des taux égale I alpha. Donc là, je suis en train d'appliquer somme des taux égale I alpha. Fait que là, la somme des taux, c'est juste ça. C'est le seul moment de force. I, là, c'est un anneau. Donc, le moment d'inertie, c'est mr carré pour un anneau. Et l'accélération angulaire, alpha. Donc, je peux simplifier, dire que Fs, je divise par R de chaque côté de l'équation, ça donne mr alpha. Ok, alors là, j'ai trois équations. Il me reste à faire le fameux lien, le joker, pour unifier cet inconnu-là ici avec l'inconnu alpha. L'accélération du centre de masse et l'accélération angulaire. Toujours la même passe. Fait qu'on va dire que l'accélération du centre de masse est égale à R fois alpha. Toujours pour la même raison, là. Donc l'accélération tangentielle de la roue est égale à l'accélération du centre de la roue. On a vu ça dans la section 4.1. Donc ça permet de relier alpha et A. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans le fond, le R alpha ici, je vais le remplacer par ACM, qui est grâce à l'équation que je viens de, grâce à cette équation-ci, je vais remplacer R alpha par ACM. Regardez, je vais donner des noms à mes équations, ça va peut-être être plus simple. Donc ici, on va l'appeler équation 1, ici, on va l'appeler équation 2. On va l'appeler ici l'équation 3. Équation 4. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'équation 4 dans l'équation 3. Fait que ça va donner Fs égale M ACM. Ok.
Et maintenant, ce que je vais faire, euh, je vais l'appeler l'équation 5. Et je vais substituer l'équation. Donc, dans le fond, j'ai une expression pour le frottement statique maintenant. Fait que je vais remplacer ça ici, dans l'équation 1. Donc, je vais mettre 5 dans 1. Fait que si je réécris 1 dans le fond, ça va me donner mg sin theta. Oups. Mg sin theta moins MACM égale une seconde. Ok, en fait, non, c'est pas exactement ça que j'ai fait, pardon. Euh, ok, suivez-moi bien ici. Ce que je fais dans le fond, c'est que dans le fond, ici, le côté droit de l'équation 1, c'est MACM. Le côté droit de cette équation-là, c'est aussi MACM. Fait que je vais, dans le fond, égaler ces deux équations-là. Dans le fond, les deux équations sont égales parce que les deux côtés droits sont la même chose. MACM ici, MACM ici. Donc, vu que les côtés droits de l'équation 1 et 5, dans le fond, ce que je fais, c'est que je fais 1 égale 5. Donc, le côté droit de l'équation 1, c'est MACM. Le côté droit de l'équation 5, c'est MACM. Donc, si les deux côtés droits sont égaux, ça veut dire que les deux côtés gauche sont égaux. Donc, le côté gauche de l'équation 1, c'est mg sin theta moins fs. Et le côté gauche de l'équation 5, c'est simplement fs. Donc, je peux égaler. Donc, vu que les côtés droits sont égaux, ça veut dire que les côtés gauche des équations sont aussi égaux. Et là, je vais mettre les fs ensemble. Donc, ça va faire 2fs égale à mg sin theta. Donc, fs est égal à 1 demi mg sin theta. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la force de frottement statique est maximale. Donc, je peux dire que la frottement statique est égale à mu Sn. Donc, je peux dire que tout ça est égal à mu Sn. Parce que c'est la force de frottement statique maximale. Et là, je vais me débarrasser de l'inconnu n avec l'équation 2. Donc l'équation 2, je peux en déduire que n égale mg cos θ. N égale mg cos θ. Donc dans le fond, je peux dire que là, je vais réécrire cette équation-là, mais avec n égale mg cos θ. Donc 1 demi grand mg sin θ égale mu s fois mg cos θ. Je peux simplifier le m, donc la masse n'a aucune importance dans la réponse. Et là, ce que je cherche, c'est l'angle. Fait qu'il faut que je ramène les θ ensemble. J'ai un sin, j'ai un cos, parfait. Je peux ramener ça dans une tangente. Fait que je fais juste diviser chaque côté de l'équation par cos. Et je me ramène sin sur cos, donc une tangente. Ça me permet de ramener mes deux θ ensemble dans le fond. Fait que je vais avoir 1 demi g fois tangente θ égale mu s. Oups, j'ai oublié, il y a le g aussi de ce côté-là. Donc je peux simplifier aussi le g. Donc le g, la gravité n'a aucune importance ici. Fait que dans le fond, ça me donne tan θ égale à 2 mu s. Donc θ
critique, l'angle critique est égal à l'arctangente de 2 mu s. Voilà. Donc, c'est ça qui résout l'exercice. Fait que c'est quand même élégant comme résultat, hein, finalement. C'est quand même c'est très beau. Dans le fond, l'angle critique est simplement égal à l'arctangente de 2 fois le coefficient de frottement statique. Donc, le seul paramètre le seul paramètre dont la réponse dépend, c'est le coefficient de frottement. C'est le coefficient de frottement statique qu'on a entre l'anneau et le plan incliné. Autrement dit, si c'est très adhérent, ben on va pouvoir augmenter plus l'angle. C'est ça que ça veut dire. Si c'est très adhérent, ça veut dire que le coefficient de frottement est très élevé. Ça veut dire que l'angle critique va être plus élevé. Ça veut dire que si c'est très adhérent, on peut augmenter plus l'angle sans que ça glisse. C'est logique. Et on va faire rapidement le B. Si le coefficient de frottement statique est 0.6, quel est cet angle critique? Juste pour faire une petite application numérique. Donc, admettons que le coefficient vaut 0.6. Donc, si mu s égale 0.6, ça donnerait quel angle pour l'angle critique? On va juste appliquer notre équation. Donc, l'angle critique va être égal à l'arctangente de 2 fois 0.6. Donc, ça donnerait ici 50,2 degrés. Donc, si l'inclinaison est supérieure à 50 degrés, l'anneau va rouler en glissant. Si l'inclinaison est supérieure à cet angle, l'anneau va rouler en glissant. On pourrait dire entre guillemets, il dérape. Il va déraper. Oups. Et chose importante à mentionner, c'est que l'équation accélération de l'anneau égale à R alpha ne tient plus. Donc, dans le fond, s'il y a un dérapage, à ce moment-là, l'accélération angulaire de... c'est-à-dire que ça... En fait, l'accélération tangentielle de la roue va toujours être égale à R alpha. Ça va être vrai. Sauf que ça sera plus égal à l'accélération du centre de masse. Okay? Autrement dit, l'accélération tangentielle de la roue ne sera plus égale à l'accélération tangentielle de la roue ne sera plus égale à l'accélération du centre de masse de la roue. Parce que justement la roue dérape, donc là ce n'est plus vrai. Cette équation-là, ça tient tant qu'il n'y a pas de glissement, tant que la roue roule sans glisser. Alors si l'angle est plus grand que ça, l'anneau va rouler en glissant. Alors voilà qui termine cette section.